Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, je vous propose d'abord qu'on remercie très fort Emmanuel, parce que il a fait un travail fantastique depuis des années, hein, autour de l'espace éthique, d'abord de la PHP, puis ensuite régionale de Paris, puis qui dépasse très largement, bien sûr, la région parisienne. Et je vous propose qu'on l'applaudisse très fort et qu'on lui dise merci. Merci. Si moi j'avais à applaudir, et je termine, hein, ensuite le côté intime il sera terminé. Mais l'espace éthique, c'est un réseau de professionnels, de militants associatifs qui s'est constitué depuis 1995. Et le jour où je dirai vraiment merci, c'est pas encore demain, c'est eux que je remercierai. C'est eux qui ont fait l'espace éthique. Et l'originalité de l'espace éthique, c'est que c'est un espace. Voilà. Je termine pour la partie publicitaire, mais je suis très ému et je remercie de cet hommage le président du CCNE. Alors, Jean-François Elfrécy, je suis président du CCNE. Je suis en effet, Emmanuel l'a rappelé, un ancien du sida depuis le début, puis des maladies émergentes, et avec quelque chose qui a conduit ma réflexion de médecin, que tu l'as rappelé, c'est finalement autour de la place des associations de patients et de la notion du malade debout. Hein. C'est-à-dire que la maladie n'appartenait pas seulement au médecin, mais qu'elle appartenait fondamentalement à celui qui était malade. Donc c'est toute la réflexion autour de Michel Foucault, qui est parfois très dur, hein, qui est parfois quelque chose de complexe, qu'on a très mal ressenti au niveau médical dans ma génération au début, et puis ensuite qui nous a ouvert totalement les yeux sur ce que devait être nos relations avec et notre position dans le monde de la santé. Donc le président de la République précédent m'a nommé président du Comité national d'éthique en janvier 2017. Et comme je l'ai indiqué plusieurs fois, mais je vous le redis, j'ai eu 6 mois de bonheur au CCNE, où j'ai recommencé à écrire, à commencer à réfléchir, et pas seulement écrire des rapports, demander de l'argent, etc., comme je le faisais en tant que directeur d'une grosse agence de recherche. Et puis, à partir quand même de avril-mai 2017, j'ai bien vu qu'il y avait possiblement une révision de la loi bioéthique qui était en prévision en 2018. Donc il y avait les élections, on a attendu, puis dès qu'on a eu, je dirais, une sorte d'idée qu'il y aurait vraiment une révision de la loi bioéthique, on s'est mis au travail. Et depuis l'été 2017, eh bien, on ne fait que ça, je ne fais que ça, à 150%, sur la construction des États généraux, et ça a complètement, je dirais, transformé aussi le CCNE d'une part, et puis les relations entre le CCNE et les espaces éthiques régionaux. Et donc il y a une sorte de dynamique qui s'est créée, je pense, on peut le dire, c'est un premier résultat déjà, qui devra se poursuivre d'ailleurs après la loi. Alors, je voudrais vous faire un topo en 3 petites parties. La première, quelques considérations générales. Comment se situe cette révision de la loi bioéthique en 2018 ? Dans quel contexte ? Une deuxième partie, où on en est dans les États généraux, vous donnez les grands chiffres, hein, et comment on va rendre le résultat de ces États généraux. Et la troisième partie, peut-être, mais rapidement, quelques points de transversaux qui doivent porter notre réflexion éthique. Alors, premièrement, la révision de la loi de bioéthique 2018. Vous savez qu'on est dans un modèle français très particulier où il y a cette révision de la loi qui est prévue tous les 7 à 8 ans. Et la dernière loi de 2009-2011 avait, à la fin d'ailleurs, dans les discussions parlementaires, c'est le Sénat plutôt d'ailleurs qui avait poussé, rajouté que pour la prochaine loi, ça serait le CCNE qui serait en charge à la fois de l'animation et de l'organisation des États généraux qui devaient précéder la révision de la loi elle-même. Donc on est là dans quelque chose d'assez structuré, avec 2 temps. Un premier temps qui sont les États généraux, qui est hors du politique, même si évidemment on se parle, je connais Jean-Luc depuis longtemps, et j'en connais d'autres, mais c'est hors du politique, c'est votre temps, entre guillemets. Et puis un deuxième temps, qui sera le temps politique, avec le dépôt de la loi et son analyse par les chambres, qui se fera à partir de l'automne. Je pense que le Sénat avait voulu faire, en amenant ça, et ça avait été validé par l'Assemblée nationale, il y avait 2 objectifs. D'une part, c'était sortir
du fait que l'organisation des États généraux devait sortir du ministère de la Santé, qui était l'opérateur quand même pour la construction de la loi en 2009-2011, et que si on construisait la loi, c'était un peu difficile d'organiser les États généraux, puisqu'on était évidemment jugé parti. Et puis il y avait un côté aussi, je pense, voilà, on confie au CCNE, c'est infusible, ça marche, ça marche pas, mais c'est pas nous. Hein. Donc il y avait ce double aspect. Et en fait, je crois que le troisième aspect caché, non dit, etc., est de loin le plus important. C'est qu'avec les États généraux et, je pense, la dimension qui lui a été donnée cette année, on va plus loin et on est dans le début d'une marche, d'un escalier complexe, mais qui est un exercice de démocratie sanitaire et de construction de démocratie sanitaire, et qui doit tous nous faire réfléchir à certains moments, et on touche là évidemment à des sujets politiques, qui doit nous faire réfléchir comment, sur quels éléments peuvent se faire des choix que nous allons avoir, bien sûr dans le domaine de la bioéthique pour la loi, mais ça dépasse le problème de la bioéthique par certains côtés pour cette réflexion autour de la démocratie sanitaire. Qu'est-ce que nous souhaitons? Qu'est-ce que vous souhaitez à partir du moment où il y a des enveloppes budgétaires qui sont relativement constantes, hein, et comment on construit un choix? Est-ce qu'on va toujours vers l'innovation et vers la science qui avance, qui a été le choix français jusqu'à maintenant? Mais est-ce qu'on laisse, en mettant du financement là, est-ce qu'on laisse d'un côté la prise en charge de nos anciens avec des conditions d'EHPAD qui ne sont pas satisfaisantes pour la 5e puissance mondiale? Et voilà, et on peut décliner une série de grands choix, le coût faramineux des médicaments, ce que vont être le coût faramineux d'un certain nombre de nouvelles technologies qui vont arriver dans la médecine du futur, et où il y aura une série de choix qui doivent être expliqués, à défaut de choix véritables, en tout cas d'explications qui doivent se partager avec les citoyens. Alors c'est évidemment fondamentalement le rôle des politiques. S'ils sont politiques, ils sont élus, ils vous représentent, ils nous représentent. Hein. Donc il n'y a pas photo, je ne suis pas un politique, et évidemment je leur laisse complètement cette responsabilité. Sauf que, et c'est là où on flirte avec un peu par certains côtés, sauf que dans ces exercices de démocratie sanitaire, les politiques ont beaucoup de choses à gérer, beaucoup de thématiques, parce qu'il n'y a pas que la santé, il n'y a pas que la bioéthique, il y a bien sûr d'autres très grands choix. Et donc sur des grands choix spécifiques très sociétaux qui sont moins techniques que d'autres, eh bien il y a, je pense, une place pas facile à trouver, et elle se fait évidemment en partenariat avec vos représentants, mais qui est un exercice, une fois de plus, de démocratie sanitaire. En tout cas, c'est probablement quand même, c'est un exercice qui mérite d'être tenté et qui est très regardé. Parce que je vais vous donner une série d'informations que vous ne connaissez pas. Par exemple, le Japon nous regarde en ce moment sur l'organisation des États généraux, parce qu'ils veulent organiser des États généraux de la bioéthique. Et ils attendent de voir les premières leçons qu'on tire avec un modèle qui sera dans un modèle japonais, qui par certains côtés est très différent au niveau culturel, mais par d'autres nous ressemble beaucoup, hein, dans la construction même de la pensée. Eh bien, ils attendent parce qu'ils veulent se lancer aussi dans des États généraux. La Thaïlande veut se lancer dans des États généraux. 2 ou 3 États de l'Inde, d'énormes pays dans des conditions très très différentes, sont aussi en attente du modèle français et de ce qui pourrait être proposé. Donc vous voyez qu'indépendamment de la réflexion actuelle, il y a une visibilité entre guillemets possible et importante de partage au niveau international. Alors dans quel contexte cette loi de bioéthique de 2018 ? Trois éléments. Le premier, c'est une accélération des connaissances dans le domaine biomédical qui est extrêmement rapide, hein, pour quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière médicale comme moi, mais j'ai toujours été un peu à la pointe dans les sujets qui étaient les miens. Eh bien, ça accélère. Moi, je suis frappé comment il y a une accélération des connaissances. 50% de renouvellement du biomédical, des connaissances biomédicales tous les 5 ans. 50% tous les 5 ans. Alors c'est vrai qu'on peut s'interroger si une loi tous les 7 à 8 ans est le bon exercice, hein, avec une accélération de ce type. Mais une fois de plus, rappelons-le, la science est un des éléments de construction de la bioéthique et les progrès scientifiques en sont un, mais toute la science n'est pas bonne à prendre à un temps donné. Il y a une vraie réflexion de savoir ce qu'on va prendre ou pas dans la science. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui est très très frappant, dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on est dans ce modèle français qui n'ose pas en parler, qui ne veut pas en parler, c'est business et santé, la marchandisation de la santé.
Et ça, c'est un élément très très fort aussi, qui est en train de rentrer complètement dans ce domaine. Alors, on le connaissait déjà avec les médicaments, la grande industrie pharmaceutique, mais ça dépasse très largement maintenant le médicament. Tout ce dont on peut parler avec les nouveaux outils de l'intelligence artificielle, du numérique et santé, tout ce qui est dans le domaine de la génomique, avec les jeunes start-up, qui évidemment sont des jeunes start-up et sont là aussi pour progresser, mais aussi pour vendre. C'est-à-dire qu'on quitte le domaine avec des acteurs qui étaient uniquement dans le domaine de la santé, et on a de nouveaux acteurs qui n'étaient pas du domaine de la santé et qui arrivent en éruption avec les grandes bases de données, et on est dans un modèle de commercialisation, il ne faut pas se leurrer. Hein. Et comment on reste dans ce domaine en poursuivant un certain nombre de grandes valeurs. Bon. Ce qui veut dire aussi que la science, et c'est le troisième élément, comment peut-on construire une révision de la loi de bioéthique en France, alors que, et c'est une des questions qui est tout le temps posée au cours des débats dans les États généraux, alors que la science n'a pas de frontières, et les scientifiques, bon, ils aspirent à une connaissance multiple et à un échange des connaissances de plus en plus fort au niveau international et aux revues internationales. Donc la science n'a pas de frontières, et le business n'a pas de frontières. Hein. Et comment on arrive à construire néanmoins une loi avec un certain nombre de principes, etc., qui tiennent compte de la culture française. Et l'enjeu, évidemment, n'est pas si simple. Donc voilà, 3 points qui, je trouve, ouvrent le contexte, dans quel contexte s'ouvre cette nouvelle loi. Alors, si je vais un tout petit peu plus loin au niveau scientifique, il y a, si on voit trois grands aspects hein, sur les avancées de la science. La génomique, par exemple, c'est pas nouveau. Hein, la révolution génomique, elle date plutôt d'il y a une vingtaine d'années. Mais il a fallu 20 ans pour que... Et elle continue, hein, bien sûr, il y a des découvertes tout le temps et de grandes découvertes actuelles. Mais ça veut dire que quand même, pour qu'ensuite on commence à poser des problèmes au niveau sociétal, dans les outils de la génomique au niveau sociétal, vous voyez, il y a un décalage dans le temps. Hein, et ce décalage du scientifique... c'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait une avancée de la science, puis cette avancée de la science pour aller sur des aspects plus sociétaux, utilitaristes sociétaux, possibles ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, et bien ça prend du temps. Bon. On est avec une révolution actuelle qui est peut-être pas une révolution scientifique, mais qui est une révolution technologique majeure, aussi grande qu'a été la génomique à cette période, qui est tout le numérique et santé. Et là, on n'est qu'au début, par contre. Hein, on n'a pas encore vu les conséquences réelles, où on commence un peu à les percevoir, de ce que va être cette révolution dans le domaine du numérique. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait là aussi un décalage. Et puis la troisième révolution qui va arriver, je parle sous contrôle d'Hervé, mais qui n'est pas encore tout à fait là. Il y a une sorte de mur un peu invisible, de mur de verre, mais où on va la voir dans les 2 ou 3 prochaines années. C'est tout ce qui va être autour de neurosciences, hein, et avec des choses bouleversantes qui vont nous arriver de la part des neuroscientifiques. Et ça, on va la voir un peu après. Donc vous voyez, on se situe dans un domaine, dans les grandes questions, avec la génomique qui est opérationnelle, l'intelligence artificielle et le numérique, où on pose des questions là maintenant, mais qui va ensuite se développer, et puis les neurosciences qui sont derrière. Alors, quand on s'est plongé sur l'organisation des États généraux, puisque nous avions, de par la loi, l'organisation de ces États généraux, on a eu deux grands principes, entre guillemets. Le premier, c'est séparer autant que faire se peut ces États généraux de l'aspect politique. Hein, le CCNE est une instance indépendante, il a sa propre réflexion, il y a une discussion bien sûr avec les politiques, mais le temps des politiques va venir dans un deuxième temps. Hein, il faut bien séparer les choses, sinon on mélange et on s'y retrouve pas. J'en parle là parce que c'est un peu le thème quand même, le thème d'aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'on s'entend pas bien et qu'on se parle pas, mais chacun son rôle. Chacun son rôle. C'est vraiment, ça doit être très très clair. Le deuxième élément, et vous l'avez compris, ça me tient à cœur, parce que je l'avais dit quand j'avais pris la présidence du CCNE, c'est ouvrir les fenêtres. Ouvrir les fenêtres sur la société civile et trouver, par des moyens complexes qu'on va voir maintenant,
comment essayer de réaliser une mission impossible, hein, c'est vraiment une mission impossible, je trouve, c'est arriver à intéresser nos concitoyens, vous, mais vous n'êtes peut-être pas tout à fait totalement représentatif quand même, puisque vous venez aujourd'hui, mais il y en a bien d'autres, et comment arriver à intéresser nos citoyens à des sujets et à les faire discuter autour de sujets aussi clivants, parce qu'ils ont des opinions très différentes, sur des sujets sociétaux comme la PMA ou la fin de vie, ou des sujets aussi difficiles que sont des sujets très techniques, la génomique en population générale, le diagnostic, le diagnostic prénatal doit-on ouvrir, ou sur des aspects de numérique et santé. Voilà, et c'est notre grande crainte, en fait, c'était que finalement, on tombe sur une sorte d'indifférence, hein, dans une France qui est de plus en plus quand même individualiste, et qu'on arrive dans une sorte d'indifférence. Alors, je ne peux pas tirer les leçons encore des états généraux de la bioéthique, mais parce que vous êtes tous beaucoup donnés, en particulier au niveau des espaces éthiques régionaux, parce que, voilà, je pense qu'on est sorti de l'indifférence et qu'il y a véritablement, pour des raisons multiples et variées, la presse a beaucoup couvert ça, les grands courants de pensée se sont invités au rendez-vous aussi, bien sûr, et que ce premier pari d'essayer d'en faire quelque chose qui évidemment n'est pas... tout le monde ne s'est pas intéressé à la loi de bioéthique. Il y a encore des gens autour de moi qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Donc il faut être bien clair. Hein. Mais il y a quand même, on le sent bien, un mouvement qui s'est passé, qui est d'ailleurs en train de s'accélérer là, à la fin, parce que les gens se disent « Oh là là, mon Dieu, il faut vraiment qu'on puisse communiquer. » Alors on a monté, dans la réflexion, 4 outils. Oui, je termine là-dessus. 4 outils qui sont, premièrement, les débats en région avec les espaces éthiques régionaux, qui n'existaient pas ou qui étaient en cours de construction lors de la loi précédente. Finalement, on va aboutir à 280 débats en région, soit sous forme de débats, soit sous forme d'ateliers, sur des sujets extrêmement divers. Ça va mobiliser à peu près 30 000 personnes physiques, hein, dans ces débats. Il y a des débats également en Outre-mer, en Martinique. Il y a finalement un débat en Guyane. Il y a plusieurs débats à La Réunion. Il y a un débat même en Polynésie. Donc l'ensemble du territoire finalement est à peu près couvert. Il y a des choses qui ont très bien marché. Il y a des choses qui ont moins bien marché. Sur le premier bilan qu'on avait fait fin mars, sur les 180 premiers débats, il y avait 10 débats qui avaient fait, vous l'avez vu dans les journaux, qui n'étaient pas réalisés dans des meilleures conditions et telles qu'on le souhaite. C'est-à-dire que d'un débat éthique, où on n'est pas là pour arriver en disant « voilà, je pense ça, je pense ça, je pense ça », mais on est là pour donner des arguments pourquoi on pense ça et pour savoir écouter l'autre. Bon. C'était donc 10 débats sur 180. Ces 10 débats, quand on regarde plus précisément, étaient 10 des 40 qui avaient eu lieu sur la PMA. Donc on sent bien que sur ce sujet de PMA, ça reste un sujet extrêmement sensible et où on n'arrivera pas à trouver une forme de consensus dans une certaine mesure. Mais ça veut dire qu'il y en avait 170 quand même. Moi, je suis plutôt un garçon positif, hein, qui s'était déroulé dans de bonnes conditions. Hein. Donc quand j'entends que les débats ont été mouvementés, 170 qui se sont déroulés dans les bonnes conditions construites par les espaces éthiques régionaux. Deuxième, et je vois bien que tu regardes la montre, mais je te promets que je vais tenir le temps. Moi je l'écouterai toute la journée, mais les autres aussi, j'aimerais les écouter. Le deuxième élément, ce sont les auditions, très importants, qui sont réalisés par les membres du CCNE, et je remercie beaucoup évidemment les espaces éthiques régionaux, et je remercie beaucoup les membres du CCNE. On a réalisé finalement 150 auditions, hein, au niveau du CCNE, avec un schéma très particulier. Il y a une demande d'audition, il y a une production de la part des auditionnés de 3 pages, hein, et en disant pourquoi il va être auditionné, quelle réforme il voudrait ou modification il voudrait dans la loi de bioéthique. Puis ensuite, ils sont auditionnés 1 heure, écoutés 3/4 d'heure et une discussion avec le CCNE pendant 1/4 d'heure. Là-dessus, il y a 70 associations, il y a à peu près 45 sociétés savantes. Donc on sort vraiment de la substance des scientifiques aussi. Il y a bien sûr les grands courants de pensée. C'est intéressant d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil, mais figurez-vous que tous les grands courants de pensée, hein, tous, donc il n'y a pas photo, ils ont tous pris rendez-vous la dernière semaine des rendez-vous.
Hein, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on les voit tous dans la dernière semaine du mois d'avril, comme s'ils attendaient un peu de voir. C'est assez intéressant. Et puis, il y a des choses qui vont vous surprendre plus. On entend aussi quelques start-up. Parce que, par exemple, dans l'intelligence artificielle, plus de la moitié, enfin là on dit 40% à peu près de la recherche est fait par de jeunes start-upers, de jeunes garçons brillants en jean et en basket, qui ne savent pas du tout ce que c'est que la loi de bioéthique, qui ne savent absolument pas ce que c'est que le CCNE, et qu'on est allé chercher pour les écouter, hein, en leur disant, voilà, vous produisez, est-ce que vous vous êtes posé une série de questions sur ce que vous êtes en train de commencer à produire et comment ça vous interpelle, voilà. Enfin, je termine sur les deux autres outils plus sains. Le troisième outil, c'est le site web. Bon, avoir un site web pour discuter, pour dialoguer autour de la bioéthique, c'est quand même pas évident. Bon. Mais néanmoins, si on n'avait pas de site web, vous me regarderiez en disant comment, voilà, des états généraux sans site web. Bon. Et en gros, si je prends les deux extrêmes, ça dépend comment on compte les chiffres du site web, mais on est à plus de 250 000 passages sur le site web. Mais ça n'a aucune importance, les passages. Surtout, on va être finalement à 50 000 productions sur le site web. 50 000 dépôts, finalement, d'informations, de demandes, de prise de position sur le site web. Avec un gros bémol, c'est que 40% de ces 50 000 sont sur la PMA. Donc, c'est toutes les nuances qu'il y a. Et enfin, le dernier outil, c'est un comité citoyen. Alors, je m'arrête juste une minute, et après, je te promets, je finis. Parce que là, c'est un outil complètement nouveau. On avait hésité à monter des jurys citoyens. Lors de la dernière loi de bioéthique, il y avait eu 3 jurys citoyens sur 3 grands débats en région. Mais vous voyez qu'on est complètement dans une autre dynamique, hein. C'est autre chose. Qui apporte des choses. Il y a toute une technologie, c'est très lourd, hein, de monter des jurys citoyens. Et surtout, ça oblige à focaliser sur des questions très très précises. C'est-à-dire qu'il aurait fallu monter pratiquement 20 jurys citoyens pour couvrir le champ de ce qu'on avait défini de la bioéthique. Puis il y avait des gens qui étaient très pour, d'autres très contre. Il y a des aficionados des jurys citoyens. Donc on a décidé de monter autre chose, d'innover aussi, parce qu'on a le droit d'innover aussi, hein, dans le domaine de la bioéthique. Hein. C'est une pensée qui doit aussi évoluer, qui doit tenir compte des évolutions de la société. Et donc, on a créé ce comité citoyen qui est donc 22 personnes sélectionnées par une boîte de sondage dans des panels, 11 hommes, 11 femmes, Paris, province, anciens, jeunes, intello, manœuvre, 2 représentants d'outre-mer, et qu'on réunit 5 week-ends à Paris, qu'on forme un premier temps. Ce n'est pas le comité citoyen du CCNE, c'est le comité citoyen des États généraux. Il est indépendant de nous, totalement. Il est géré par une boîte indépendante du CCNE pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Et avec trois fonctions. La première, c'est avoir un regard critique sur l'ensemble du système. Et en permanence, ils nous ont critiqué, entre guillemets, ils nous ont dit ça colle pas. Bon. Et ils auront un rapport qui peut être positif ou critique sur ce qui s'est passé. Et puis ils se sont emparés de 2 sujets sur lesquels ils vont émettre une opinion, et qu'ils ont travaillé avec des experts qu'ils avaient eux-mêmes choisis. Le premier sur la fin de vie, et le second sur un sujet très, très complexe, qui est la génomique en population générale. Hein, c'est-à-dire, vraiment, c'est un sujet très, très, très pointu. Et ils auront 3 petits rapports de quelques pages qui seront additionnés au rapport de synthèse du CCNE. Voilà. Et puis par ailleurs, on a évidemment une série de réunions avec les scientifiques sur des sujets plus précis. On a un groupe de travail sur numérique et santé, un groupe sur la recherche sur l'embryon et un groupe sur les nouveaux aspects de la génomique qui va rendre ses conclusions là juste pour début mai. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, c'est la question la plus difficile. Comment arrive-t-on à synthétiser tout cela ? Vous avez bien compris, en m'écoutant, qu'aucun des outils qu'on avait mis en place n'était un bon outil. Hein ? Chacun peut être discuté, chacun a ses limites. On en a vu quelques-unes en discutant. L'idée générale est que, comme pour les enfants dans un pulse, à un moment donné, le pulse, on ne comprend rien, puis à un moment donné, ça commence à s'assembler. Ou un mécano, vous savez,
on commence, et aucun des éléments du mécano ne colle vraiment, puis tout d'un coup, le mécano commence à se construire. Bon, je pense qu'on en est à peu près là, et donc on va faire un rapport de synthèse très neutre pour dire ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté, ce qui a été produit, qui sera, et puis avec quelques considérations générales, qui donnera les faits. On ne le veut pas très très long, et avec énormément de documents qui seront mis sur un site dédié avec tout ce qui sera possible, et qu'on doit rendre à l'OPEX et à la ministre de la Santé et à la ministre de la Recherche début juin. Et puis ensuite, le CCNE quitte ce rôle de neutralité. Hein. Vous avez vu que je ne vous ai rien dit sur ce que je pensais, sur aucun sujet. Hein. Bon. Et donc, nous quittons ce rôle très neutre, qui a été pas facile, hein, parce qu'on a toujours envie de s'exprimer un peu, et nous émettrons un avis du CCNE, dans le mois de juin, qui dira, voilà, nous, après avoir écouté le débat citoyen, nos propres réflexions, où on en était, eh bien, on a 5 points ou 6 points qui nous paraissent particulièrement importants à ce qui soit discuté dans la loi. Et voilà, je ne sais pas si on a jusqu'à des propositions, ou en tout cas des arguments pour faire avancer et pour éclairer le politique à ce sujet. Donc on revient bien à ta question. Comment construit-on finalement la bioéthique entre ce mouvement citoyen qui ne doit pas s'arrêter là? Et dans une des demandes que fera le CCNE, c'est qu'il soit conforté avec les espaces éthiques régionaux pour qu'on ne s'arrête pas et qu'on n'ait pas ces one-shot tous les 7 à 8 ans d'animer de ce type-là, mais qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus en continu, d'information, parce qu'on a une dynamique qui a été créée, et il faut maintenant en profiter, me semble-t-il, une fois de plus dans cet exercice de démocratie sanitaire, et on confiera tout ça, toutes nos réflexions, eh bien, aux politiques et aux chambres. Voilà, je vous remercie.